Salut, c'est Cosmic Vratch. Aujourd'hui, on va parler du Baker BK9. That's a knife. Le BK9, c'est un couteau avec une énorme lame de 23,5 cm pour une longueur totale de 37 cm. Un manche de 13,5, une épaisseur de lame de 5 mm et une hauteur de lame à presque 5 cm. That's a knife. Son poids est de 490 grammes, ce qui, en y ajoutant l'étui de près de 200 grammes, fait un total à presque 700 grammes à trimballer. Alors pour le comparer avec des couteaux un peu connus, voici le Cold Steel SRK dont j'avais déjà fait la revue il y a quelques années. Le Mora Companion qui a l'air presque d'un jouet à côté, ceci dit, le jouet c'est pas forcément celui qu'on croit. Le Survive JSO5 qui est pas forcément connu mais ça me permet de me la péter avec mon beau couteau dont je vous jure je ferai la revue un de ces jours mais c'est toujours pas prévu prochainement. L'Opinel numéro 6 qui pourrait faire une combinaison relativement intéressante. Le Victorinox Huntsman qui a l'air tout à fait ridicule à côté de cette grosse bébête. Et puis vu la taille de ce couteau, son poids, son encombrement et surtout ses fonctions principales, ça a du sens de le comparer avec des machettes. Le voici à côté d'une machette Bolo qui pèse d'ailleurs exactement le même poids. La raison principale, c'est l'épaisseur de lame, hein. La machette est bien sûr beaucoup plus fine. Et puis une célèbre machette, la Tramontina, c'est la lame de 45 cm. Et tout d'un coup, le Baker a l'air un peu moins grand. Par contre, en termes de poids, il se tient tout à fait, vu la grosse épaisseur de lame de 5 mm. Alors ce couteau fait partie d'une gamme de couteaux conçus par Ethan Baker, qui inclut des couteaux très populaires, comme par exemple le BK2, le BK2 Companion. Celui-ci, c'est un des plus grands, si c'est pas le plus grand. Et son autre nom, c'est le Combat Bowie Knife. Alors Combat, c'est facile à comprendre. Bowie, en fait, ça correspond à un couteau un peu traditionnel américain qui était utilisé par les pionniers au 19e siècle. C'est vrai qu'il y a certaines similarités en termes de taille et de fonction. Maintenant, le Bowie Knife a un côté quand même beaucoup plus traditionnel. That's a knife. Bon, en tout cas, c'est son surnom commercial. Pour la petite histoire, j'ai hésité pas mal entre celui-là et le BK4, qui s'appelle aussi le Machax, parce qu'il est entre la hache et la machette. Il se trouve que celui-là, je l'ai trouvé d'occasion, mais qu'il avait été quasiment pas utilisé, donc je l'ai eu pour un bon prix, ce qui a tranché mon choix, sans mauvais jeu de mots. Ethan Baker, il a conçu tous ces couteaux, et il les a fait fabriquer au cours des décennies par différentes compagnies, par différentes entreprises. Ça a commencé par Blackjack, puis Camillus qui a fait faillite, et maintenant c'est donc Ka-Bar qui est une marque bien sûr très célèbre pour son 12-17, mais les Baker font vraiment partie de leur meilleure vente. La lame de ce couteau qu'il est difficile de ne pas remarquer, une lame de type clip point, ça c'est le bout qui nous permet de dire ça, qui présente un contre-tranchant ici, donc ça c'est son côté combat knife. On a une rampe ici qui permet de caler le pouce lors des activités de poignardage, on va dire. C'est évidemment pas mon utilisation et donc cette rampe m'embête plus qu'autre chose et je suis pas le seul d'ailleurs. On va voir que ça fait partie des modifications que beaucoup d'utilisateurs font subir à ce couteau. On peut difficilement, enfin voilà, c'est un peu gênant pour le pouce quand on tient le couteau à pleine main comme ça. Par contre c'est vrai que le pouce peut bien venir se caler ici, donc c'est un défaut mais c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Et puis donc une émouture sabre, c'est-à-dire une émouture plate qui ne remonte pas jusqu'en haut de la lame. Ça peut être parfois un inconvénient de ne pas remonter jusqu'en haut de la lame parce que ça limite un petit peu l'angle de pénétration du couteau, sauf que celui-là il est tellement haut que l'émouture sabre en fait remonte sur presque 3 cm. Cette grande hauteur d'émouture, ça permet à l'angle de la lame d'être particulièrement aiguë et donc d'avoir une super pénétration, en particulier quand on coupe à la volée. C'est aussi un inconvénient en termes de fragilité bien sûr, puisque plus la lame est fine, et celle-là est quand même particulièrement fine derrière le fil, beaucoup plus fine par exemple que derrière le fil du SRK, que la robustesse du fil n'est pas extrême, hein, et que donc il faut faire un petit peu attention quand on l'utilise, ou alors utiliser pas mal d'huile de coude pour restaurer le fil une fois qu'on l'a abîmé.
L'acier qui compose la lame de ce couteau, c'est un acier assez classique chez Ka-Bar, qui est le 1095 Crowvan. Alors il n'a de 1095 que le nom, puisque il a pas mal de chrome et de vanadium, ce qui lui permet d'être un petit peu plus résistant à la rouille. Le vanadium a cette réputation d'affiner un petit peu le grain, donc de permettre un meilleur tranchant, et aussi de permettre une meilleure résistance à la torsion. Voilà, en traînant sur des forums de couteaux, j'ai trouvé des gens qui critiquaient le choix de cet acier pour une lame aussi longue. Le 5160 par exemple, qui est un acier ressort un peu plus souple, paraît à certains beaucoup plus adapté pour des lames de cette longueur. C'est vrai que ce couteau-là, bon, on peut l'utiliser en torsion vu qu'il est quand même très épais, mais le 1095 va être plus cassant qu'un acier ressort, ce qui explique qu'en fait beaucoup de couteaux de cette longueur de lame, voire plus grand, utilisent plutôt des aciers ressorts pour leur lame. Le 1095, il a fait ses preuves pour des couteaux de longueur un peu plus fine. Et pour être honnête, j'ai pas trouvé beaucoup d'images sur internet de ce couteau cassé, alors que vu son image de marque, on peut imaginer que beaucoup de gens ont essayé. Ça veut dire qu'a priori, il est quand même assez costaud. Moi-même, je l'ai pas poussé dans cette dernière retranchement sous cet aspect-là, parce que je trouve que voilà, un couteau n'est pas un pied de biche. Mon impression sur cet acier, c'est que tient quand même assez bien le fil, il s'aiguise plutôt bien, j'ai pas la notion qu'il soit cassant. Je sens quand même une certaine souplesse à l'utilisation. Pour ce qui est de la poignée, du manche du couteau, elle est particulièrement digne d'attention. Donc, la matière, c'est du Grivori. C'est un plastique avec des fibres de verre dedans. C'est très costaud, mais c'est pas quelque chose de particulièrement original pour la production industrielle de couteaux actuelle. Par contre, sa forme et son ergonomie sont tout à fait exceptionnelles. C'est un couteau qui est assez légendaire pour son ergonomie. Il est, comme vous le voyez, la poignée est quand même assez épaisse et particulièrement arrondie. Il y a surtout ce crochet à l'arrière de la lame, ce décrochage là, qui est très bien arrondi, qui le rend particulièrement confortable en main pour tout ce qui est coupe à la volée. Il n'y a pratiquement pas besoin d'une lanière, ce qui est assez rare pour être souligné, hein. Pour la coupe à la volée, c'est quand même assez rare. La matière est quand même assez lisse, ce qui déplaît à certains, mais l'ergonomie étant très bonne, même si le couteau bouge un petit peu dans la main, ça va pas faire d'ampoule, c'est très très doux. Et donc moi je trouve que cette poignée est tout à fait adaptée aux utilisations de ce couteau que moi je peux avoir. Vous pouvez remarquer qu'il y a donc un talon dépassant. Ça permet de taper sur le couteau quand on fend des bûches ou quand on veut le planter quelque part. Moi ça me laisse un petit peu indifférent, d'autant plus que la matière des plaquettes étant suffisamment costaud, il n'y a pas vraiment besoin de ce morceau de métal qui dépasse. Le mode de fixation de cette poignée, en fait, c'est tout simplement des vis à laine avec des écrous. Ces plaquettes sont particulièrement faciles à démonter, c'est pas collé du tout, et ça permet en fait soit de le démonter pour changer les plaquettes, parce que beaucoup de gens font ça, je vais vous montrer des exemples, mais aussi ça permet de resserrer le truc. C'est vrai que moi, après avoir tapé dessus comme un sourd pendant un certain temps, les plaquettes étaient devenues un peu flottantes, là, ça bougeait. Vous avez juste besoin d'une clé à laine, vous démontez vos plaquettes, vous les remplacez ou vous les resserrez, voilà, c'est parfait. L'équilibre du couteau en main est extrêmement bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon bout de métal qui dépasse à l'arrière de la main, et ça contribue à l'équilibre du couteau, et en fait, quand on le manipule, on a l'impression qu'il est beaucoup plus léger qu'il n'est en réalité, et on le manipule beaucoup plus facilement, malgré cette grande longueur de lame. Il est étonnamment polyvalent. On va en venir quand on parlera des usages du couteau. L'étui est en nylon assez épais, donc a priori très très résistant, avec une double couture sur les bords. Donc a priori c'est un étui tout à fait durable. Il est vraiment pas très populaire, alors on peut comprendre pourquoi, mais on va d'abord regarder qu'est-ce qu'il a de bien avant de parler de ses défauts. Alors en dehors de la fabrication extrêmement costaud, vous avez un insert en plastique à l'intérieur qui vous permet de mettre la lame sans couper le nylon. C'est quand même plutôt une bonne chose, c'est assez évasé sur l'extérieur, donc c'est assez facile de rentrer le couteau sans faire forcément attention. Ici vous avez une petite sangle avec un bouton pression. Une fois que la sangle est mise, le couteau n'est pas complètement immobilisé, hein, vous l'entendez qui bouge. Par contre, la rétention est tout à fait parfaite, hein. Il y a aucun risque que le couteau s'échappe sans votre autorisation. Et derrière, vous avez des scratchs, ce qui permet en théorie de garder la petite sangle bien loin du fil de la lame pour le rentrer, pour le sortir. Dans la réalité, ça marche quand même pas super bien. Il y a quand même un risque à force d'entailler cette lanière. Une fois que
vous avez perdu cette lanière, vous avez perdu toute la rétention du couteau et ça c'est un vrai problème, hein. Ici vous avez une poche qui est maintenue par un élastique, ce qui permet quand elle est vide de ne pas bâiller complètement. Et ben on peut mettre pas mal de choses dans cette poche, hein. Pour vous donner un exemple, on peut rentrer une pierre à aiguiser, un fire steel et on peut même y rajouter un couteau suisse, un petit multitool si besoin. Alors ça déforme un peu la pochette et là vous avez pas mal de choses dedans. Ce couteau est un format tellement énorme, il est tellement lourd que je me balade jamais avec ça à la ceinture et si je le faisais je rajouterais pas de poids en plus dans l'étui, ça me paraîtrait absurde. Mais bon voilà, c'est possible, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses dedans. Notez aussi qu'à l'intérieur de la poche il y a un petit logement ici pour y loger un petit couteau fixe sans épaisseur. Alors ça a été conçu en fait pour un des modèles de Baker, c'est le BK13, BK13. En fait c'est un couteau qui est fait dans un acier assez médiocre et qui est trop petit pour être fonctionnel à mon avis, donc je ne me le suis pas procuré. Là j'ai essayé avec mon plus petit couteau fixe, qui est un que j'avais fait dont je suis pas particulièrement fier, mais pour vous montrer, en fait il faut vraiment que la lame soit fine, parce que là, la lame est un peu épaisse, ça a vraiment du mal à rentrer. Et puis surtout, il faut un manche minuscule, parce que ce manche-là, il fait seulement 9 cm. Et en fait, hop, vous n'arrivez pas à mettre la sangle. Et surtout, si votre manche dépasse comme ça, vous allez avoir du mal à rentrer le couteau. Il y a la poignée qui va faire obstacle, et donc c'est vraiment pas fait pour ça. Donc en gros, vous pouvez y mettre un tout petit couteau fixe. Hop, mais avec une lame plus fine que ça c'est du 3 mm il me semble, donc il faut vraiment une lame très fine, et puis surtout avec un manche minuscule. En autre point positif, donc vous avez une boucle de ceinture qui est costaud, qui est bien grande, et qui peut s'enlever avec un mélange de scratch et de bouton pression. Ça veut dire que vous pouvez mettre et retirer cet étui sans avoir à enlever votre ceinture. Certains critiqueront le scratch qui est particulièrement bruyant, moi il se trouve que je ne suis pas dans les commandos, donc ça ne me dérange pas forcément. Ici vous avez une fixation molly pour les sacs, pour les brelages militaires. Moi j'utilise pas du tout ce système, mais voilà, pour ceux qui le veulent, vous pouvez fixer ça sur votre sac, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Comme je le disais, cet étui étant tellement lourd qu'on va certainement pas le maintenir à la ceinture. Moi cet étui là il me sert uniquement pour le transport dans le sac. D'ailleurs je pourrais envisager de passer à une solution un peu moins encombrante et un peu moins lourde, vu le peu d'usage que je fais de cet étui. En fait je sors le couteau avec son étui du sac à dos une fois que je suis au camp, et puis je sors le couteau et puis l'étui reste dans un coin et le couteau je le plante dans une souche ou je ne sais quoi, mais il reste dehors tant que je l'utilise, et si je le range c'est en général pour repartir, donc il n'y a pas besoin d'un étui si fonctionnel que ça. Vous avez ici 2 petits œillets pour passer une ficelle. Vous avez même ici une boucle pour pouvoir passer de la ficelle. Ça permet de l'attacher au bord de la cuisse, parce que c'est vrai que si vous le trimballez à la ceinture, vous risquez d'avoir le bout de l'étui qui ballotte sur votre cuisse. Donc là, comme ça, vous pouvez le fixer. Pour un couteau de cette longueur-là, ça paraît justifié. Et là, vous avez encore une boucle qui vous permet d'accrocher, par exemple, votre couteau. Moi, c'est quelque chose que je fais. C'est comme ça que je le stocke. Donc voilà toutes les fonctions de cet étui, explique sans doute son poids, plus le fait que c'est un nylon particulièrement épais, donc je pense que c'est un étui qui est à la fois durable, tout à fait fonctionnel, avec plein d'options, donc je comprends pas pourquoi cet étui attire autant de haine, en dehors du fait qu'un couteau de cette taille-là, c'est quand même pas très pratique à transporter. Il y a un certain nombre de fans de ce couteau qui en général font faire un étui en kydex qui est donc plus léger et un peu moins volumineux. Mais bon, ça va vous coûter quand même en général dans les 60 à 70 € si vous le faites faire. Maintenant, si vous le faites vous-même, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Une des raisons pour lesquelles il est très populaire, c'est que il présente des possibilités de modification. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que le fait qu'il ne soit pas parfait, que les gens lui trouvent des défauts, ça a tendance à attirer les modifications. Moi, je trouve ça assez sympathique, hein. Il y a pas mal de gens qui modifient leur Ka-Bar Baker de différentes manières. Alors, les principales modifications qu'on retrouve, ça va être le fait d'enlever la rampe. Donc là, c'est en général un coup de disqueuse pour faire cette lame un peu plus plate. C'est le fait de transformer ce contre-tranchant en un drop point, là, d'arrondir un petit peu la partie opposée à la lame au niveau de la pointe. Bien sûr, retirer ce revêtement noir qui est quand même très agressif, militaire, et puis surtout une fois qu'il commence à partir, c'est vrai que ça a une esthétique qui est quand même un peu cacaboudin. On trouve aussi des poignées de remplacement, c'est assez répandu. En plus, cette poignée est commune à plusieurs modèles de Baker, le BK2, le BK7, voire même d'autres un peu plus rares. On trouve assez facilement des plaquettes de remplacement pour le manche qui font exactement la même forme, mais qui sont dans un matériau un peu
plus nobles, donc on en trouve en bois, on en trouve en micarta, on en trouve avec différentes couleurs. Par contre, ça coûte quand même assez cher, hein, ça va coûter au minimum une cinquantaine d'euros pour vous procurer ces poignées custom. Parfois, c'est même plus de 100 euros hein, pour certains modèles. Ça fait quand même complètement changer le couteau de catégorie en termes de prix. Et oui, bien sûr, en termes de modification, les gens se font faire un autre étui, donc soit en cuir, soit en kydex. Alors, quelles sont les utilisations possibles pour ce couteau ? En dehors de la partie combat pour laquelle je suis ni compétent ni intéressé, donc je ne vais pas vous en parler. C'est un couteau qui va être particulièrement performant pour les coupes à la volée. Je l'ai essayé, je l'ai testé aussi. Je l'ai testé contre une machette. J'avais fait une vidéo débile sur le sujet. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Mais en tout cas, en termes de coupe à la volée, de chopping, là, que ça soit pour des petites branches ou pour des branches de taille un peu plus, pour des diamètres plus importants, je trouve que sa pénétration dans le bois est tout à fait exceptionnelle. Alors ça, c'est dû à l'équilibre du couteau, le fait qu'on l'a extrêmement bien en main, donc on n'hésite pas à bourriner pour y aller, parce qu'on n'a pas du tout peur que le couteau nous échappe des mains. Mais c'est aussi dû, bien sûr, à la finesse de l'émouture, au fait qu'il est très fin au proche du fil. Il y a une super pénétration de la lame dans le bois. Alors comme je disais, comme l'émouture est fine, bah, ça crée de la fragilité, et cette fragilité, elle va se traduire par le fait que vous allez abîmer votre lame quand vous tapez dans quelque chose de dur. Donc faites attention aux nœuds, faites attention bien sûr aux cailloux, mais même par exemple quand vous élaguez un petit arbre mort et que vous élaguez les branches très proches du tronc, là ça fait des nœuds quand même assez durs. Vous allez vous retrouver soit avec des petits pets dans la lame, soit avec une lame qui va rouler un peu. Soit dit en passant, le fait qu'il y ait à la fois des petits pets et à la fois que la lame puisse rouler, ça veut dire que le traitement thermique est plutôt un bon compromis, c'est-à-dire que ça fait pas soit l'un soit l'autre. Ça veut dire que probablement les qualités de l'acier sont au maximum de ce qu'elles peuvent être. La deuxième utilisation classique, ça va être de fendre des bûches. Alors oui, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas fendre des bûches autrement qu'avec une hache, je sais bien. Maintenant, si vous achetez un couteau de cette longueur-là, et personne n'y est obligé, bien sûr, c'est aussi pour pouvoir fendre des bûches, et je trouve que c'est une option intéressante finalement, parce que le couteau lui-même va être nettement plus léger qu'une hache du même format. Voilà, pour prendre l'exemple de cette petite hache, sans marque d'ailleurs, qui va pas avoir des fonctions beaucoup plus étendues que le couteau. Il va falloir rajouter quasiment 400 grammes. Alors oui, sortir l'argument du poids quand on se balade avec un couteau qui pèse presque 500 grammes et 700 avec l'étui, c'est assez discutable. Mais en tout cas, parmi les arguments pour emmener ce couteau-là plutôt qu'une hache, eh bien, il y a le poids, bien sûr. Donc pour fendre des bûches, la longueur de lame va être très pratique, parce que ça permettra, même si le diamètre de la bûche est assez important, de pouvoir taper de l'autre côté. Par contre, évidemment, le contre-tranchant de ce point de vue-là est plutôt un handicap. Do you like sushi? Alors ce qui est plus étonnant, c'est que ce couteau, du fait de la finesse de son émouture, de son excellent équilibre, de sa très bonne ergonomie, etc., il va être possible de l'utiliser pour des tâches beaucoup plus fines, pour tailler du bois, des branchettes, des brindilles, etc. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'une telle longueur, mais si c'est le seul que vous avez entre les mains, vous n'allez pas être déçu, parce que franchement, on peut couper quand même assez proche de la main, le fil est quand même assez proche de la main, et puis pour couper en force, l'ergonomie de la poignée va être un gros plus, et en fait, il y a assez peu de couteaux qui ont une ergonomie aussi bonne, même pour des coupes en force sur des longueurs de lame limitées. J'en vois qu'un qui peut rivaliser avec ce couteau, c'est bien sûr, tada, le Mora Robuste, qui pour moi est vraiment le couteau ergonomique par excellence par rapport au Mora Robuste en termes de poignée. Le Baker est même un peu plus épais et un peu plus contouré, et en fin de compte, si je devais choisir entre ces deux poignées, franchement je serais assez hésitant, parce que le côté dur et doux versus le côté un peu grippeux et un peu mou du plastique du Robuste, celui-là m'inspire plus confiance sur la durée. Pour l'utilisation en cuisine, bon, évidemment, c'est un gag d'utiliser un tel couteau pour faire la cuisine, mais en fait, il n'est pas du tout ridicule. Bien sûr, il est trop lourd par rapport à un couteau de cuisine traditionnel, il est trop épais, etc. Si vous deviez le comparer, par exemple, au Cold Steel SRK qui fait la même épaisseur de lame, eh ben, celui-ci s'en sort quand même beaucoup mieux. Sa grande longueur, plus son émouture fine, plus son bon équilibre en main, il peut se sortir de quelques tâches de cuisine un peu basiques. Donc pour clôturer la partie utilisation, en fait, ce couteau, donc c'est bien sûr un couteau dans l'esprit un peu couteau de survie, couteau de combat, couteau à tout faire, couteau pour fendre des bûches, machin truc. Mais il se trouve que
il est quand même assez efficace dans beaucoup de domaines et que donc si vous deviez avoir qu'un seul couteau dans les bois et que vous n'aviez pas de scie, pas de machette, pas de hache, etc. c'est sans doute celui-là que je conseillerais. Bon, évidemment pour les petites tâches, il n'est pas aussi facile à manipuler, aussi léger, aussi peu fatigant en main, etc. qu'un couteau plus fin. Mais je trouve qu'il démérite pas, qu'il s'en sort plutôt bien. Moi je dirais une combinaison avec ce gros couteau et un petit couteau pliant, par exemple juste pour manger, pour faire des toutes petites coupes fines, etc. Ça pourrait tout à fait fonctionner. On le trouve à l'heure actuelle sur des sites français entre 110 et 140 euros. Moi je trouve que c'est pas exagéré pour la qualité que vous récupérez. C'est a priori un couteau qui va vous durer quand même très longtemps. Son concurrent le plus sérieux en termes de solidité, d'ergonomie, etc. C'est le ESC Hunglas, qui fait un peu la même longueur de lame, etc. qui boxe un peu dans la même catégorie. Et ben pour le ESC Hunglas, il va falloir sortir entre 170 et 240 euros. C'est-à-dire qu'il est quand même nettement plus cher. Alors par contre, si vous voulez modifier votre couteau, si vous voulez changer les plaquettes, si vous voulez changer l'étui, donc si vous voulez du micarta pour le manche, si vous voulez un étui en kydex, et ben évidemment ça va vous coûter le même prix, voire plus cher qu'un ESC Hunglas. Donc je trouve que là où le couteau a une valeur ajoutée, c'est tel qu'il est, et tel qu'il est, il est quand même assez fonctionnel. Et donc voilà, pour moi ce couteau n'est valable que si on ne le modifie pas en rachetant des choses. Alors pour résumer les arguments pour et les arguments contre. En argument pour, on a un acier de tout à fait bonne qualité, même si certains critiquent ce choix pour une lame aussi longue, c'est quand même un bon acier, fiable, avec une bonne qualité de traitement thermique, qui s'aiguise bien, qui garde bien son fil, etc. C'est un couteau qui est excellent dans la coupe à la volée, qui pénètre dans le bois comme personne, qui est tout à fait convaincant sur cette utilisation-là. C'est un couteau qui est un bon fendeur de bûche, même si bien sûr des couteaux avec une lame plus épaisse et une émouture sabre plus marquée, donc avec un angle plus obtus, vont fendre mieux les bûches, mais c'est quand même plutôt un bon fendeur de bûches et sa longueur de lame permet de fendre des bûches de grand diamètre. C'est un couteau avec une ergonomie de manche absolument exceptionnelle. Il n'y a pratiquement aucun couteau qui lui arrive à la cheville. C'est vrai que le manche est un petit peu glissant, mais il tient tellement bien en main de par sa forme que c'est pas un handicap. Je l'ai parfois utilisé par temps de pluie très humide, etc. Et j'ai eu aucun problème. Je me suis jamais fait peur avec cette poignée. C'est un excellent rapport qualité-prix. Franchement, pour la qualité des matériaux, la qualité du design, la longueur de lame, l'étui qui est fonctionnel malgré tout, je trouve que c'est difficile à battre pour le prix. C'est un couteau que certains vont juger cool, même si certains vont le juger effrayant, mais ça va un peu ensemble parfois. Et puis c'est un couteau qui se prête bien à des modifications après l'achat, ce qui quelque part permet à certaines personnes de mettre un pied dans la customisation, voire dans la fabrication de couteaux. Et comme vous savez, moi je trouve ça assez chouette de s'approprier un couteau en le modifiant un peu plutôt que d'utiliser seulement des outils tels qu'on nous les fournit. Voilà, maintenant on va parler de ce qu'il y a contre cette lame. Alors je dirais la première chose, c'est que c'est un couteau, on va dire, effrayant, de par son design, de par sa taille, de par sa couleur. Alors on peut changer certaines choses comme la couleur, mais bon, son design et sa taille, ça va toujours rester. Donc c'est un couteau qu'on va pas pouvoir utiliser dans la plupart des contextes, qui va être réservé à des moments, on va dire, d'intimité ou avec des gens très proches, que ça limite beaucoup l'utilisation de ce couteau. Au niveau de la lame, il y a des modifications possibles, mais en termes de défauts, on a la rampe qui gêne un peu la place du pouce quand on le tient à pleine main, le contre-tranchant au bout qui va abîmer le bâton quand on fend des bûches. On va quand même dire aussi le prix des composants custom, que ce soit les plaquettes ou les étuis. On sent que les fabricants se font plaisir parce qu'il y a un marché, il y a beaucoup de demandes. Pour payer 60 € pour une paire de plaquettes en micarta, je trouve ça exagéré. C'est vrai de la plupart des composants aftermarket, comme on dit en anglais, des composants de customisation. Je trouve que c'est des prix complètement exagérés par rapport à l'amélioration que ça apporte au couteau. Et puis il y a ce défaut qui a aussi des qualités, qui est la finesse bien sûr de l'émouture. Et ça, bon, ça c'est une question de choix de constructeur, donc ça on va avec ou pas. Mais en tout cas, je dirais, si vous voulez faire purement de la fente de bûche et de la coupe à la volée, prenez un couteau un peu plus obtus en termes d'émouture, même s'il pénétrera un peu moins dans le bois, il sera beaucoup plus durable. Et voilà. Voilà le travail. Au final, est-ce que je rachèterai ce couteau ?
Alors j'aurais tendance à dire oui. Par contre, en ayant bien conscience de ses qualités et de ses défauts et de l'idée que c'est un couteau pour s'amuser et pour certaines utilisations, mais qui est certainement pas la plus fonctionnelle des solutions et la moins chère des solutions, quel que soit l'usage qu'on veut en faire. Maintenant, en admettant l'idée qu'on a un gros couteau, qu'on veut un gros couteau pour faire un certain nombre d'utilisations, d'usages, je trouve que celui-là répond quand même assez bien au cahier des charges, qu'il est vraiment polyvalent et je vais continuer à l'emmener dans les bois et à m'amuser avec. Et je pense pas forcément à acheter mieux, à trouver mieux. Celui-là me convient tout à fait. Voilà, j'espère que cette revue vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, soit dans les commentaires, soit en vous abonnant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce couteau, parce que c'est quand même un truc assez clivant, hein, les grands couteaux comme ça. Il y a des gens qui détestent, qui trouvent que ça n'a aucun sens. Il y a d'autres gens qui pensent qu'il n'y a que ça de vrai. Bon, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Great job.